Excellent début de soirée à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre traditionnelle récréation football. Notre moment à nous les amoureux du foot, les amoureux de l'OM, tous les gens qui ont pris du plaisir hier soir devant la demi-finale de Ligue des Champions, à laquelle on ne participe pas cette année, mais on espère la saison prochaine pour vivre ce genre d'émotion. Mon Steph, c'est ça oui, qu'on veut. Oui, c'est le football. Voilà, hier, pour ceux qui ne savent pas quelle émotion ça peut procurer, voilà ce qui est le football. Je me suis tout simplement régalé. Et oui, hâte de pouvoir revivre ça avec le club qui coule dans nos veines. Parce que là, tu te mets à la place des supporters et tu te dis quel kiff quand même de voir ce match-là, les rebondissements de la première à la 90e jusque dans les arrêts de jeu. C'est des rebondissements tous les quarts d'heure. C'est tout simplement stratosphérique ce qui s'est passé hier. Et pour moi, voilà, c'est l'essence même des émotions que peut refléter ce sport. Et toi, Jaco, comment ça va? Ça va, Est-ce que tu as regardé France 2, 39-45 J'ai pas vu tout ça, malheureusement, parce que 10 minutes avant le match, ma télé, la fibre s'est cassée. Donc voilà, j'étais un peu en colère. Alors écoute-moi, quand tu as commencé comme ça, je me suis dit, il est arrivé un problème grave. J'avais une grosse colère parce que franchement. Regardé sur le téléphone à l'ancienne. C'est réparé ce matin. Et alors tu as regardé le match ce matin? Voilà, j'ai regardé sur les différents réseaux sociaux, le résumé. Je me suis dit encore une fois, qu'est-ce que j'ai manqué? C'était magnifique, une soirée comme ça, évidemment, mais c'est pas grave. Écoute, le résultat est magnifique. Comme quoi, tu vois, quand tu as un bon 11, des gens qui veulent aller au turbin, qui vont au fond d'eux-mêmes, eh ben, tu peux trouver des résultats. Donc voilà, une belle équipe de l'Inter. Oui, un peu d'argent. Oui, non, mais ça fait, si tu veux, au niveau de l'argent, quand même, quand tu vois le Barça, ce qu'ils ont comme argent par rapport à l'Inter, il y a quand même des joueurs. Bien sûr, à l'Inter, il y a des bons joueurs. Bien sûr, les gars. Mais au Barça, il y a quand même un effectif énorme. Donc voilà, c'est bien pour le football. Vous avez dû passer une bonne soirée. On a passé une très très bonne soirée et on espère en passer encore une ce soir. Mais ça, nous verrons, bien entendu, si l'équipe qui ne joue plus le championnat de Ligue est en capacité de se qualifier pour la finale de la Champions League. On va parler, nous, de la Champions League qui concerne l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire les 2 dernières journées, le déplacement au Havre, le match contre Rennes. Allez, petit tour de plateau. À 3 jours du déplacement au Havre, dans quel état d'esprit vous êtes ? Moi, je suis serein parce que on connaît nos forces, on connaît aussi nos faiblesses. Mais sur ce qu'on montre dans l'état d'esprit sur les 3 derniers matchs, il y a réellement un bond en avant par rapport à la mauvaise période qu'on a passée, le mois et demi qui s'est écoulé. Donc après, voilà, aucun match, il faut le prendre à la légère. Et si on y va en mettant, comme je dis souvent, les ingrédients au niveau de l'agressivité, de l'intensité, et qu'on arrive à jouer rapidement vers l'avant, on peut leur faire très très mal. Jaco, toi, avant ce match du Havre et surtout quelques jours après la prestation contre Lille, on va pas revenir sur le fait de jeu, le fait du match, la faute de Roulis et compagnie, c'est bon quoi, maintenant on passe à autre chose. Et je vous ai entendu ce matin en plus dans le BDS Express parler de est-ce qu'il va ressasser, est-ce qu'il va pas ressasser. Nous on va plus ressasser parce que maintenant le passé c'est le passé et on est plein feu, plein phare sur samedi et le Havre. Non, moi je suis confiant, Karim. Quand je vois ce qu'on a été capable de produire contre cette belle équipe lilloise, on les a muselés. Donc, on a été faire match nul là-bas, mais franchement, ils n'ont eu aucune occasion. Et quand tu vois un effectif de l'Olympique de Marseille aussi équilibré, parce qu'il y a un équilibre avec cette défense à 4, parce qu'il y a un milieu de terrain intéressant, parce qu'il y a une armada offensive intéressante. Voilà, le Pic de Marseille, j'ai l'impression qu'on commence à voir sa véritable vitesse de croisière. Peut-être que le stage a apporté beaucoup plus que ce qu'on pensait, puisque je vois aussi beaucoup de regards. Je vois, quand il y a des buts, beaucoup de solidarité que je ne voyais pas auparavant. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'on est capable de faire le résultat au Havre ? Franchement, je le pense. Après, quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, on a dit, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ensemble des joueurs de manière individuelle. Il y a des joueurs qu'on attendait à un très très haut niveau et qui répondent présent, notamment Adrien Rabiot, Mason Greenwood, qui sur l'ensemble de la saison fait une saison quand même très très intéressante en termes de stats et aussi sur les derniers matchs. Leonardo Balerdi, Amine Gouiri, on en a beaucoup parlé en début
début de semaine. Donc, son but est nommé, lui, dans les trophées UNFP. Donc, je pense que, mis à part s'il y a la VAR qui rentre en ligne de compte et qui nous sort un coup de vis, c'est le but de l'année. Mais indépendamment de ça, le ratio, le jeu qu'il propose, la qualité technique, l'efficacité, le réalisme. Est-ce que tu t'attendais, toi, Steph, à un joueur aussi, allez, je me risque à ce mot, aussi tueur quand même, face au gardien adverse? Aussi tueur, oui, parce qu'il était à plus de 40 buts en Ligue 1 avant qu'il vienne chez nous, donc il a 24 ans, si je dis pas de... 25. 25, voilà, mais à l'époque où il vient, je crois qu'il a tout juste 24, donc je me dis, il a quand même mis plus de 40 buts en Ligue 1, donc c'est un mec qui est à droit devant les cages. Techniquement, on l'a déjà vu, que ce soit dans les clubs où il est passé, où il fait des choses tout simplement extraordinaires. Là où j'avais un petit bémol, c'était sur la régularité. C'est vrai qu'il a eu toujours du mal à performer sur une saison complète. Il est toujours fait de haut, de bas. Là, depuis qu'il est arrivé, il est à un niveau que moi, je l'avais rarement vu. Et le plus, c'est qu'il reproduit ses prestations semaine après semaine. Et force est de constater que ce joueur-là t'a apporté une réelle plus-value dans cette équipe. Jaco, on parle de Gouiri, on parle d'un autre joueur dont la lettre commence par un G. Ça n'est pas Mason Greenwood, c'est Ulysse Garcia. Et si Ulysse Garcia, un petit peu plus d'un an après son arrivée un petit peu bizarre, parce qu'il arrive, quelques jours après, on annonce qu'il y a un autre latéral gauche qui va prendre la place de numéro 1, c'est Quentin Merlin. Ulysse Garcia, on le rappelle, qui n'était pas inscrit sur la liste UEFA la saison dernière pour la deuxième partie de la campagne européenne. Dans le loft cet été, retour en grâce, un petit peu, le but contre Lyon, du dépannage, puis la disparition et l'arrivée d'Amar Dedic, et là, la renaissance, et on se rend compte, aussi bien défensivement que dans la progression du jeu, parce qu'il est à la base quand même de l'action qui amène le but de Gouiri, qui trouve l'espace, l'intervalle entre les lignes pour donner le ballon à Adrien Rabiot. Et si Ulysse Garcia, c'était lui le défenseur latéral gauche de l'OM? Ah ben je pense, actuellement, il n'y a pas mieux. Pour l'instant, Ulysse Garcia fait le boulot. Après, tu sais, Karim, quand tu es entraîneur, tu as un schéma de jeu. Et en plus, le nôtre d'entraîneur, il est atypique, son schéma de jeu. Je pense qu'il a vraiment assimilé le schéma de jeu. Et donc, lui a compris ce qu'on demandait. Lui a compris ce qu'il fallait faire, et lui surtout c'est un travailleur, c'est un bosseur. Et quand tu es entraîneur, que dans un groupe tu as des gens comme ça qui disent jamais rien, qui font que travailler, que bosser, quelquefois tu as envie de le remercier en te disant bon, il mérite de jouer ce garçon-là parce qu'il a rien dit, il a fermé sa bouche, on l'a pas entendu dans les médias, moi ceci, moi l'autre, il a bossé, aujourd'hui il montre le bout de son nez, il a montré plus que le bout de son nez parce qu'il montre la tête, et il est important maintenant ce garçon-là, c'est comme le pendant Murillo sur le côté droit, c'est des joueurs, tu ne les entends jamais et il y a de l'efficacité. Donc franchement, moi je suis très 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 heureux et très content de l'avoir avec nous sur le terrain. Quand on voit le comportement d'Amir Murillo à droite, comportement très apprécié par la direction de l'OM, ce qu'est en train de faire Ulysse Garcia, c'est en train aussi de montrer à la direction, notamment du football de l'OM, que ça peut faire la maille. C'est un joueur qui était voué à quitter le club déjà l'été dernier. Finalement, il est resté. Dans l'histoire des lofts, il n'a pas eu 100 000, mais le seul qui a peut-être fait mieux qu'Ulysse Garcia, c'est Rod Fanny à l'époque avec Bielsa, qui avait été réinstallé dans l'équipe et qui n'en était jamais sorti, ce qui n'est pas exactement le même cas qu'Ulysse Garcia. Mais bon, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître qu'il n'est pas d'utilité publique, mais quand même, il est important. Bien sûr, il est très important. Et je rejoins les dires de Jacques. C'est ton meilleur défenseur gauche que tu as actuellement. Voilà, même si on a fait beaucoup d'éloges sur Quentin Merlin, il a encore une énorme marge de progression. Je parlais tout à l'heure de dents de scie. Quentin Merlin, c'est ce qu'il fait cette saison. Il a fait un très très bon début de saison. Après, il y a eu cette blessure avec les espoirs. Je pense qu'il a mis un gros coup et il a eu du mal à revenir. Et voilà, et quand il y a un mec qui bosse derrière, surtout qu'à la base, le coach comptait pas sur lui, donc c'est vous dire la force mentale qu'il doit avoir, ce garçon. Et sans dire un mot plus haut que l'autre, il bosse. Chaque fois qu'il a eu à jouer, il a été toujours 6, 7 sur 10, toujours la moyenne, voire au-dessus. Et en plus, il est efficace. Donc par des passes D, par des avant-dernières passes, ou des fois par des buts. Donc chapeau, et force est de constater que quand tu dis rien, que tu te tais et que tu charbonnes, derrière, ça sourit.
Mais moi, ce qui me plaît, plaît avec Garcia, c'est que quand tu regardes les 3 derniers matchs de l'OM, le match de Lille, défense à 4, il est quand même arrière gauche. Voilà, il a été utilisé dans l'axe, dans une défense à 3. Il a été utilisé piston gauche dans une défense à 3. Il est quand même. Alors oui, c'est un jeu de mots, mais bon, c'est un véritable couteau suisse défensif côté gauche. Mais oui, parce qu'il assimile. Quand tu as un entraîneur qui t'explique et que tu tends l'oreille pour comprendre ce qu'il te demande, tu as des joueurs qui n'ont pas envie de comprendre, qui se disent non mais moi c'est pas mon truc, moi je veux pas faire, moi je sais pas faire. Le mec il a envie d'apprendre et il écoute ce qu'on lui demande. Et donc ça c'est important, Karim. C'est quand tu as, je te le dis encore une fois, un entraîneur atypique, avec des relances atypiques, avec une façon de jouer différente des autres équipes. Eh bien, ce garçon-là, il a compris ce qu'il fallait faire. Si tu as un Quentin Merlin qui reste là et qui n'écoute pas ce qu'on te dit, eh bien, tu as toute la différence. Là où je voulais en venir, mon chéri, c'est que j'entends déjà, pour la saison prochaine, doit-on garder Garcia et Murillo ? Mais les gars, qu'est-ce qui vous fait déjà dire ça ? Parce qu'ils n'ont pas des noms spéciaux, parce qu'ils n'arrivent pas de clubs spéciaux. Aujourd'hui, est-ce que ces joueurs-là, ils font le taf ? Mais il faut les garder. Si tu veux avoir un équilibre, si tu veux, tu auras peut-être besoin de te renforcer. Tu as le droit de les concurrencer. Exactement. Ou peut-être d'aller chercher des joueurs numéro 1, mais de les garder dans ton groupe. Mais aujourd'hui, sortir Murillo, il va falloir pour trouver un numéro 1 à la place de Murillo, les gars, il va falloir sortir de la caillasse. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il faut mettre de l'argent à ce poste-là. Peut-être que tu auras besoin de te renforcer ailleurs en mettant de l'argent ailleurs. Là, aujourd'hui, tu as des gens qui sont capables. Donc voilà, que tu puisses avoir un pendant, un numéro 2 ou un bis, je veux bien. Mais moi, Murillo et Garcia, je suis content de leur prestation. Eh bien, justement, la passe D en profondeur, dans l'intervalle, entre les lignes de Jacques Bail. Vous n'êtes pas sans savoir que ça commence à s'affoler un peu déjà sur le mercato, alors qu'on ne sait pas si on est qualifié en Ligue des Champions ou pas de manière officielle. Donc voilà, ça parle dans le sens des arrivées, dans le sens des départs. Il y a des choses qui se font. On parle énormément d'Aymeric Laporte. Énormément. Est-ce que déjà tu es au courant de quelque chose, toi ? Non, je suis au courant de rien. À part si tu nous dis quelques trucs, mais tu nous as rien dit. Je vais vous en dire. Voilà. Toi, tu bosses pas sur ça, donc ou tu veux pas nous en dire trop. Alors, Aymeric Laporte, ça a été quand même un dossier important du mercato d'hiver. Pour des raisons diverses et variées, notamment sur le plan financier, ça ne s'est pas fait. Il y a des discussions. Encore une fois, ils se sont promis, je pense, de pouvoir se reparler pour le mercato d'été. Après, il faut savoir que le salaire est faramineux de ce qu'il touche à Al Nasser, hein, avec Cristiano Ronaldo et compagnie. Il a quand même un statut de champion d'Europe en titre avec l'équipe nationale d'Espagne, et que, contrairement à ce que j'ai pu voir, il n'est pas libre. Il ne sera pas libéré par Al Nasser, où il ne devrait pas être libéré. Donc il faudra sortir au moins 10 millions d'euros. Alors je ne dis pas que c'est pour un joueur qui est dans sa 31e année. Donc voilà. C'est pas cher, 10 millions d'euros. Non, c'est pas très cher, mais bon. Mais ça, plus le salaire. Non, mais le salaire, je sais pas. Voilà, on m'a dit qu'il touchait entre 1,5 million et 2 millions d'euros par mois. Ça serait impossible chez nous, ça on le sait très bien, Karim, mais ça on le sait. Donc après, c'est à lui de savoir, est-ce qu'il a envie de revenir en Europe ? Voilà pourquoi ça parle aussi de Ligue des Champions. Est-ce qu'il a envie de rejouer la plus grande compétition européenne ? Après, l'OM n'est pas le seul sur le coup. Hein. Voilà, et il devra faire des efforts financièrement, c'est obligatoire, c'est obligé. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça apporterait une plus-value à cette équipe ? Bien sûr. Après, toujours pareil. On voit avec les joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite, au niveau du rythme, c'est pas Jaco qui dira le contraire, c'est très compliqué pour certains. Mais donc après, je suis pas le championnat, je sais pas. Après, Laporte joue là-bas. Il est bon, ouais, mais l'intensité, c'est pas la même. C'est pas la même, la pression n'est pas la même. Et c'est un joueur qui continue à jouer avec l'équipe d'Espagne, hein, pendant qu'il est dans son contrat saoudien. Ça veut quand même dire qu'il a quand même le rythme. Après, Jaco, si la saison se termine fin mai,
début juin, il va avoir ses 3 semaines de vacances et après il peut démarrer une autre aventure en Europe. Oui, mon chéri, il n'y a pas de problème. Mais le prix que tu viens de m'annoncer, ce salaire, j'en veux pas. Tu plaisantes ou quoi? Non, mais l'OM ne sera jamais en capacité de payer ça. Mais bien sûr. Mais même 800 000, je lui donne pas. 800 000, je lui donne pas. Parce que 800 000 plus les charges, je me déséquilibre mon vestiaire, moi. La plupart des joueurs vont se dire Aymeric Laporte, il a ce montant-là, et après tout le monde peut J'espère qu'Aymeric Laporte, il regarde pas le BDS. Non, ça mais veut dire qu'il est mort. Hein. Non, mais c'est pas qu'il est mort, les gars. C'est qu'il faut aussi penser au reste de l'effectif. Si tu as des joueurs qui gagnent 200 ou 300 000 euros, qu'il y en a un qui gagne 800, excusez-moi. Comme il te l'a dit, il est champion d'Europe en titre, le mec, c'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'il soit champion d'Europe en titre? Non, mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Après, il faut que tu aies... Non, mais tu as des potes dans le vestiaire, il faut y penser à tout ça. Après, c'est comme si un joueur qui a 200 000, Marondo Rabiot, mais dis-moi, et s'il est champion d'Europe, tout ce que tu veux, et qu'il te fait pas la taf, parce qu'il est pas en forme, eh ben oui, tu sais pas. On n'a pas de boule de cristal. Oui, mais la boule de cristal, déjà, tu prends des risques inconsidérés en payant un joueur aussi cher. Voilà, il n'oublie pas que tu as les charges sociales qui se rajoutent à ça. C'est pas rien, les gars. C'est pas que tu rajoutes 100 000 euros, là. Quand tu as un salaire de 700 ou 800 000 euros, plus les charges sociales à France, attention ce que ça te c'est coûte. qu'on donnait à Aubameyang, plus 10 millions. Ouais, mais Aubameyang, je trouve que c'est complètement différent que Aymeric Laporte. Par rapport à quoi? Par rapport à beaucoup de choses. Déjà, un attaquant. Il marquera pas 30 buts. Déjà, un attaquant. Bien sûr. Non, mais déjà, un attaquant, premièrement, c'est souvent beaucoup plus cher qu'un défenseur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, au niveau de médiatique, Aubameyang, que ce soit les maillots, que ce soit les sponsors, tu es plus attiré par un Aubameyang que par un Laporte. C'est déjà logique. Moi, personnellement, les gars, pour moi, c'est trop cher. Alors, pour toi, est-ce que ça va uniquement se régler sur une histoire d'argent? Après, ça n'est pas la priorité des priorités de l'OM, Aymeric Laporte. C'est bien s'ils arrivent à le faire, mais d'un autre côté, il semble avoir une liste de 5, 6, 7, 8 défenseurs centraux qui peuvent faire la maille. Après, on ne va pas sortir des noms qu'on connaît à peine. Toi, tu sais des choses. Non. Non, mais bien entendu, l'objectif, on le dit, et moi le premier, depuis le début du mercato d'été, depuis le début de la saison, que notre défaillance dans cet effectif-là, et on en a reparlé au mercato d'hiver, c'était la défense, et notamment la défense centrale. On a besoin d'un défenseur central gauche de très haut niveau. Pourquoi ? Parce que si tu viens à aller en Ligue des Champions, certes, ok, on va commencer à me dire, faut pas rêver. Je suis le premier d'accord. Mais il faut essayer de faire le plus beau parcours possible. Donc, tu dois te renforcer. Et pour cela, à toutes les lignes. Pas que derrière, à toutes les lignes. Mais c'est primordial. C'est primordial un défenseur central. Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Mais 10 millions d'euros pour un mec de 31 ans, champion d'Europe, c'est pas cher. Quand même. Plus le salaire et les charges, tu vois. À 10 millions d'euros, qui tu vas prendre ? Dis-moi alors. Mais les gars, mais parce que tu comprends pas que c'est pas ton porte-monnaie. Quand tu mets 10 sur un défenseur central, un salaire exorbitant, plus les charges sociales, tu vas voir combien ça te coûte. Après, tu n'as plus d'argent pour le reste. S'ils vont le chercher, c'est qu'ils ont le financement derrière. Ils sont pas fous. Je vois pas la direction de l'OM avec les mercatos qu'on a fait. Peut-être qu'ils sont en train de se réfléchir et de se dire, parce qu'il y a des seconds choix, des troisièmes choix. On a entendu des Ben Sibaini. Aujourd'hui, la question que je pose, moi. C'est en dessous, quand même. Ben Sibaini. Non, mais voilà. La différence. Pour moi, c'est très en dessous. La différence entre Ben Sibaini et Laporte, elle est importante, très importante ou gigantesque. Elle est un peu importante, Laporte est supérieure pour l'instant, pas de problème. Mais au niveau salarial, les gars, ça change tout. Moi, personnellement, le joueur, si tu te fais atteindre tes objectifs en fin de saison, tu as rentabilisé tes investissements. Merci, au revoir. Je suis désolé. Bon, après, on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Exactement. On n'est pas comptable de l'OM. Non, mais on ne sait pas surtout à combien, s'il y a une proposition de l'OM, à quel niveau. À quel niveau. Tu m'as dit, voilà, le salaire. Moi, je t'ai parlé du salaire. Il ne prendra jamais 1,5 million, les gars. Il ne faut pas rêver. S'il prend 600, 700 grammes max, ça sera le plafond. Je vois pas l'OM aller au-delà. On ne peut pas se permettre. Par rapport aux cotisations, par rapport à tout ce que tu dis, on ne peut pas se permettre d'aller au-delà de... Je crois le plafond, c'est Auba qui a eu le plus gros salaire de l'histoire. Ça, c'était 700. Voilà, 700. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme pour un club de Ligue 1, hormis un club État, de pouvoir donner ces salaires-là. Donc, et c'est pas dit qu'ils prennent 700. Hein.
Allez, stop le mercato, on aura le temps d'en parler, hein, y a pas de souci. On va être Juste, bouillant. on termine avec avec la mauvaise nouvelle de la semaine là, le pépin physique pour Ismaël Benasser, qui ne devrait sans doute pas être présent au Havre. C'est dommage parce que ça arrivait. Alors bon, je vois dans les commentaires, notamment sur YouTube, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord sur la qualité du match de Benasser. Il y en a qui disent que c'est super, qu'il va revenir en forme. Il y en a qui disent qu'il est pas bon. Là, dans tous les cas, même si le fait de ne pas être sur le terrain, ça réduit le champ des possibles. On a Valentin Rongier, heureusement, l'homme qui a un taux de victoire très supérieur à la moyenne, mais c'est pas une bonne nouvelle de pas avoir Benasser. Mais jamais d'avis. C'est pas une bonne nouvelle parce que ça offre des possibilités différentes. Ils ont le même poste, mais ils n'ont pas le même profil. Donc voilà, si le coach avait titularisé Benasser à Lille, c'est qu'il avait besoin de Benasser dans sa technicité, dans sa qualité de passe. Voilà. Aujourd'hui, tu vas récupérer Valentin Rongier qui est supérieur, lui, dans la récupération, qui n'a pas du tout le même profil. Donc voilà, ça te donne des arguments supplémentaires quand tu as Benasser. Franchement, en ce moment, c'est pas, les blessés, c'est pas, même si c'est jamais le bon moment d'avoir des blessés, mais là, franchement, Benasser, même si les gens, il y a beaucoup de gens, je le disais, qui le critiquent, qui tombent dessus, comme on a pu tomber sur Balerdi. Voilà, il y a un groupe qui s'est mis là, Benasser, ça y est, il faut le mettre à la mer. Donc moi, je te le dis, franchement, j'aurais bien aimé l'avoir avec nous jusqu'à la fin de la saison. Isma Benasser, on est d'accord qu'on le jugera véritablement sur la saison prochaine? Bien sûr, avec une prépa faite chez nous, avec des pépins physiques derrière lui, et son talent, il n'est pas à remettre en cause bien ici. sûr. Voilà, le mec est international, il a flambé avec l'équipe d'Algérie, il a joué plus de ça et quelques matchs au Milan AC, donc voilà, tu prends pas n'importe qui. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut que tout le monde redescende un peu sur terre, et voilà, laissons-lui, ça fait que 4 mois qu'il est là, hein. Donc laissons-lui le temps, laissons-lui se remettre. Oui, c'est embêtant, je vous rejoins, mais je pense qu'avec une vraie préparation et avec déjà 5-6 mois passés chez nous, avec les attentes du coach, ça sera une plus-value l'année prochaine. Pour moi, j'en fais aucun doute. Allez, on l'espère, Ismaël Benasser, donc sans doute absent pour le déplacement de l'OM au Havre. Ce samedi, on reparlera de tout ça vendredi dans l'avant-match, puisque demain, c'est férié et on nous a dit jour de congé pour vous aussi. Alors, pas de problème. On se retrouve vendredi pour le dernier BDS de la semaine. Merci, messieurs. Bon jour férié à tous les deux. Et on se retrouve avec Jaco et Marc Galli vendredi pour le dernier BDS de la semaine.